Du coup, cette présentation, c'est une présentation que j'avais déjà fait pour le meetup que j'anime, qui est le meetup WebXR francophone. Et du coup, je vais essayer d'en faire une version allégée, plus généraliste. Donc, ce que je vais vous présenter, du coup, c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Bon, vous connaissez tout ça, mais c'est la version pour le web. C'est-à-dire pour comment des sites web peuvent intégrer justement ce genre de technologie-là. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez, c'est parti. Cette présentation s'adresse surtout à ceux qui prennent des décisions par rapport à ce genre de technologie-là ou qui ont un peu d'expérience dans les XR plus en général. Mais je pense que vous arriverez, vous retrouverez assez facilement là-dessus. Donc moi, qui est-ce que je suis pour vous parler de tout ça? Eh ben, je suis un passionné justement du web immersif. J'ai un background de développeur web et j'ai appris assez vite justement qu'on pouvait faire de la 3D temps réel, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée au travers du web. Et j'en ai fait ma passion et j'en ai fait mon métier. Si vous voulez d'ailleurs, si vous voulez plus échanger là-dessus, j'anime aussi la communauté WebXR francophone, donc on peut se retrouver sur Discord, parler de tout ça. Et voici tous mes contacts si jamais vous voulez échanger. Donc le web immersif, historiquement, bon, on a toujours eu de la 3D, des petits jeux 3D sur le web. Là, c'est juste rajouter une petite couche logicielle pour ajouter de l'immersion, que ce soit se connecter au casque VR, choper les capacités XR du téléphone, par exemple, ce genre de choses-là. Donc il y a l'approche standardisée où on va justement utiliser l'aspect XR directement venant du PC, de l'appareil, que ce soit AirCore, AirKit, SteamVR et plus récemment d'ailleurs OpenXR. OpenXR standardisé par Chronos. Et là, on a plein de fonctionnalités qui sont exposées au navigateur, enfin aux applications web, pour justement prendre avantage de ces capacités-là. On a le suivi du sol, avoir des marqueurs comme image, des fonctionnalités assez intéressantes. Ça, c'est pour mobile, et après pour VR, il y a aussi d'autres choses pas mal. Mais évidemment, on n'a pas eu besoin de cette interface pour commencer à créer des choses. Par exemple, dès qu'on avait déjà un accès à la caméra, on pouvait faire de la vision par ordinateur, et puis faire de la réalité augmentée sous forme de marqueur, ou alors faire de l'essayage virtuel avec juste un accès à la caméra pour faire du full body tracking, par exemple. Et en vrai, à quoi ça sert? Quels sont les usages types, justement, de cette plateforme, du web immersif? Les premiers qui viennent, par exemple, ce sont les e-commerce. Par exemple, il existe déjà des boutiques où vous allez sur le URL, vous mettez votre casque, et hop, vous êtes immergé dans le store et vous pouvez faire vos achats. Et ça, c'est plutôt sympa. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est événementiel. Bon, vous avez des événements qui sont sur VRChat, sur Rec Room, ce genre de choses-là. Mais il y a eu des gros événements sur le web immersif. Je pense par exemple à Secret Sky, qui a eu... Comment? J'ai pas compris ce que tu veux dire. De Porter Robinson. Porterson? Je sais plus exactement. Porter Robinson. C'est un génie. L'événement était super bien, et même en VR, j'ai testé sur Quest, ça tournait pas mal. Et après, évidemment, il y a les gros événements, il y a les événements plus petits comme Mozilla Hub, justement, pour faire des présentations un peu plus, en plus petit nombre. Un plus intimistes, oui, on peut dire ça. Après, les usages créatifs, il y a pas mal d'outils pour créer en 3D sur le web. Je pense par exemple à Tiltbrush, par exemple, qui a été forké sur le web avec plusieurs alternatives, soit des clones d'Unity, soit des clones plus bas niveau. Tout ce qui est collaboration, évidemment, la publicité, juste avoir une URL à scanner pour être en réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est pas mal. Et j'en passe en termes d'usage. Franchement, il y a pas mal d'usages types qui peuvent être sympas à creuser. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise? Par exemple, je suis une entreprise qui a un site web. Comment est-ce que je me lance dans la VR? Bah, c'est simple, je demande à mon développeur. Le développeur web a déjà toutes les compétences nécessaires pour faire justement ce genre de technologie-là. Par exemple, les éléments de base du développement web, c'est l'HTML, CSS et JS. Jusqu'à là, tout va bien. Et bien, juste avec une seule ligne d'HTML, on a une expérience en réalité augmentée sur mobile qui fonctionne grâce à un modèle viewer. Avec 5 lignes, on sait de la réalité virtuelle mixte qui marche sur tous les casques. Casque Oculus Quest, HoloLens 2 et compagnie, grâce à iframe. Donc on peut aller assez vite en termes de compétences et en termes de performance. Petit bonus, il y a l'un des frameworks 3D les plus populaires qui s'appelle BabylonJS qui est aussi fait par un Français. Enfin, le fondateur est francophone, il est aussi sur le Discord, si ça vous intéresse. Mais après, bon, il y a le développeur web, mais vous n'avez pas forcément que des développeurs web dans votre équipe. Vous avez des graphistes, des modélisateurs 3D. Il existe des outils no-code qui peuvent leur permettre de uploader leur modèle 3D et de faire des interactions. D'ailleurs, j'ai une petite démo juste sur la salle et après, vous pourrez sortir vos téléphones pour tester ça. Évidemment, si vous êtes des développeurs Unity, il existe des exporteurs qui sont faits pour ça.
Par exemple, je dis une bêtise. Mozilla avait déjà fait un exporteur pour WebVR, sauf qu'il maintenant il n'est plus supporté. Donc, vaut mieux suivre les projets de Depinter et de Rufus qui sont beaucoup plus stables et qui amènent des choses comme par exemple la MRTK sur Unity, sur WebXR. Évidemment, si vous êtes développeur Unreal, c'est plus compliqué parce à la fin d'Unreal 4, ils ont arrêté de supporter le web comme plateforme cible. Donc la solution pour l'instant, c'est soit le pixel streaming qui est bref du cloud pour qui est assez gourmand, ou alors il y a des startups qui se lancent à recompiler Unreal en WebAssembly, qui est un binaire pour le web. C'est une chose qui peut se tenter si vous avez des ressources, mais je sais qu'il y a 2-3 startups qui se lancent justement dans ce défi-là de rendre accessible le web en recompilant vers WebAssembly. À voir ce que ça peut donner à l'avenir. Donc pour conclure, le web est une plateforme qui a du potentiel, que ce soit pour vos clients que pour vos futurs projets. Évidemment, c'est plus une plateforme visant le B2C que le B2B, évidemment. Mais c'est une plateforme qui, pour moi, a du potentiel pour l'avenir du web immersif, enfin, du métavers et de la course vers les plateformes les plus connectées possibles. Et là, normalement, si vous scannez, vous êtes redirigé vers Zappar. Et lorsque vous cliquez sur le bouton d'entrée, vous allez pouvoir scanner cette présentation et vous aurez juste un petit message de remerciement. Oh, regarde le PowerPoint, tu l'as? Et là, justement, il n'utilise pas WebXR, mais il utilise juste le gyroscope et la caméra. Alors, je ne pourrais pas le présenter pour ceux qui sont en VR, je suis désolé. Et vous voyez, ça marche assez bien. Moi, ça m'a pris 20 minutes le temps de mettre la scène en place, poser les objets, et voilà. On peut arriver à faire des choses simples, même sans forcément être expert en JavaScript. Du coup, oui. Ouais, alors en fait, si j'ai bien compris, c'est ce que vous appelez des frameworks, un Alors, dans le milieu du développement web à plat, on va avoir des frameworks comme React, Vue.js, qui sont des logiciels qui permettent de créer des pages web dynamiques. Ensuite, il va y avoir les moteurs 3D, qui sont les programmes comme Three.js et Babylon.js, qui vont permettre de créer des scènes 3D et de les rendre réalistes. Évidemment, après, il y a un support du PPR, de GLTF 2.0, ce genre-là qui sont intrinsèques à ces moteurs 3D-là. Et après, il y a des systèmes justement qui permettent de connecter les deux. Par exemple, il y a React Free Fiber, qui est un programme qui permet dans React.js, qui permet de faire des sites 2D, d'intégrer du Three.js. Et ça de manière la plus naturelle possible pour avoir des scènes 3D les plus interactives, les plus dynamiques. C'est là qu'on va pouvoir rendre les choses plus marrantes. Okay. Alors, la question, c'est si ce sont des moteurs 3D, est-ce oui. que aujourd'hui, on sait qu'en moteur 3D pour les jeux, par exemple, on a des qui sont un peu. C'est en effet les plus populaires sur le natif. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des moteurs 3D comme ça qui sont en train de se détacher des 4-5 qui existent? Finalement, aujourd'hui, on est vraiment encore dans un état où c'est très expérimental et il y a des communautés qui sont à peu près égales dans les moteurs, etc. En termes de taille, il y a évidemment tout ce qui est différence entre natif et web. Three.js et Babylon.js sont des moteurs web, c'est-à-dire qu'ils vont surtout calibrer pour faire des sites web 3D, mais ils ne seront pas forcément idéaux pour faire des applications natives. Alors qu'Unreal et Unity sont spécialisés justement pour faire des applications natives que l'on installe. Après, Unity est intéressant parce qu'il a une approche un peu trousse à outils, touche à tout. Et dans ce cas, on peut faire des sites web avec Unity. Mais encore, c'est pas forcément le meilleur marteau pour faire ça, quoi. En termes de maturité et en termes de qualité d'expérience, Three.js et Babylon.js sont à la pointe de ce qui se fait en 3D. Three.js c'est plus un moteur 3D, Babylon.js c'est plus global comme un moteur de jeu vidéo. Il y a de la physique et de ce genre de choses-là. Et ils sont en termes de graphisme, on s'en sort quand même pas mal. On n'a certes pas des choses comme Lumen, comme les systèmes mis en place par Unreal en termes de qualité, mais c'est quand même des trucs qui sont à la pointe. Par exemple, en termes de GLTF, le format qui est le plus utilisé sur le web, GLTF, GLB, c'est plus ou moins la même chose en soi. Il y a des extensions GLTF et GLB qui sortent assez régulièrement pour ajouter des qualités, par exemple ajouter de la translucence, transluminance ou ce genre de choses-là. Non, c'est l'autre écran du coup. On va y arriver.
Et justement, c'est des moteurs qui suivent toutes ces améliorations-là du GLTF. Du coup, il va falloir que tu te reconnectes, s'il veut bien. Le setup. Désolé les autres, on a mis 45 minutes pour s'installer parce qu'on a essayé des setups un peu bizarres. Vous avez peut-être vu qu'on a un Mozilla Hub qui tourne en fond parce qu'on a des personnes qui sont en virtuel et on essaye de faire un événement un peu hybride. Et, j'avais fait juste une petite présentation de ce que c'était le web immersif. C'est juste pour expliquer justement que sur le web, faire des pages web immersives à réalité virtuelle et augmentée, c'était possible et expliquer grosso modo comment est-ce qu'on pouvait faire des choses. Du coup, là, c'est question-réponse et table ronde, on a peu discuté sur ça. Qu'est-ce que vous faites, vous? En fait, on était venu voir parce qu'on était intéressé par le sujet de la conférence, étant donné qu'on s'intéresse beaucoup surtout moi, tout ce qui est métaverse, etc. Je sais pas si Ah bah, ça rentre pas mal dans les... Sinon, je vais réussir. J'aimerais savoir aussi si vous bossiez dessus, si ça a des projets à venir sur ce sujet-là. Dès que j'arrive à me reconnecter à pouvoir dessus. Alors moi, oui. Métavers, oui. Ouais, il y a des choses, on fait pas mal de choses pareilles. On est tous sur une entreprise différente, donc chacun son problème. Donc, il y a une course qui se met en place. Enfin, moi, je faisais l'interprétation de journée avec tout le monde qui se lance sur ces projets. Et justement, ma mission, moi, c'est de promouvoir le web comme une plateforme qui a sa part dans le support. On a des projets intéressants comme le T-Log, qui est plus connu, qui est justement un espace de conférence virtuelle et déplacer de salle à une autre de manière immersive. Et c'est pas une maison parmi tant d'autres que ce qu'on peut faire au travers d'un navigateur. D'accord, ok. Ceux qui veulent bien, je vais juste essayer de donner des performances en mettant une programmation et c'est Absolument pas. Je n'ai jamais vu cette personne de ma vie. Non. Effectivement. Alors en vrai, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Parce qu'il est pas, en fait, il n'est pas de Lyon, mais on se connaît depuis un petit moment. Après, on bosse pas ensemble. D'accord. Vous êtes connu via des sites en ligne? C'est ça. Vous connaissez Alex ou pas? Non, présente-le rapidement et après je me présente pour ceux qui voient. Non? Oui, oui, c'est vrai, effectivement, si vous ne connaissez pas trop le contexte. Donc, je m'appelle Alex Fresne, je suis le fondateur d'AuthorTech, qui est un studio spécialisé dans le développement d'applications en réalité virtuelle et réalité augmentée. Voilà. Donc, j'ai mon équipe et on bosse sur différents projets. Et je suis l'organisateur de cet événement mensuel qui vise à rassembler les gens qui gravitent autour de cet univers-là. Voilà. Que je fais de la VR 2014. Je travaille vraiment dedans 2017, un truc comme ça. Et je suis le petit nouveau, on va dire. Et je suis arrivé sur la VR en 2018. Donc moi, présentation Arthur Mouvin, je suis développeur web XR à l'Union de recherche et développement chez Nintendo, qui fait justement des instances multi-web adaptées. J'anime un autre événement qui s'appelle le Web XR francophone. Et le Web XR francophone, c'est justement le web immersif. Tous les ans, tous les mois, on fait un événement assez similaire, mais plus niche, parce qu'on est plus sur le web. D'ailleurs, il y a Pierre-Henri qui est mon directeur qui est présent dans l'événement virtuel. Bonjour Pierre-Henri, je relance le partage de caméra. Et je vais finir la présentation. Voilà. J'espère que tu es en je suis désolé. Alors, si ça marche pas. C'est bon, je suis de retour. Du coup, pour recommencer une présentation correctement, j'ai remis le livre de certains je suis en train de là, je travaille pour un projet de moteur dans chaque université. Il y a des choses sympas qui se font. Et je suis pas mal passionné justement par tout ça, et là, on a essayé de faire un événement un peu original. C'est la dernière édition de la saison. Après, c'est l'été. Après, on remballe. Pas trop sur YouTube, par contre. Il n'y a pas de son. Ils n'ont pas de son. Est-ce que toi, tu as envoyé du son là-bas? Est-ce que tu as un micro qui tourne? Ton micro est ouvert? Comme si. Je vais. Allô, est-ce que vous m'entendez?
Alors, je ne vous entendrai pas. On a des soucis de réverbération. Il suffira juste d'écrire dans le chat, du coup. Voilà, comme ça, on a tous les messages de tout le monde. On va y arriver, désolé. Je peux te ramener dans le champ maintenant que c'est réglé. On va y arriver. Alors, du coup, déjà Moteur de recherche immersive. Moteur de recherche immersive. Déjà, on revient sur le truc. Du coup, en termes de métavers, avec des sites 3D, on peut faire des environnements qui sont en réalité virtuelle, réalité mixte. J'ai travaillé avec des HoloLens 2, des casques comme l'Oculus Quest, et on arrive justement à faire des scènes dans lesquelles on peut s'immerger, comme sur du natif, comme sur de l'Unity, de l'Unreal. L'expérience est la même. Tu veux me dire les messages? On va y arriver. Bonjour. Et il y a des systèmes qui sont mis en place, par exemple, en interne, je ne peux pas en dire beaucoup trop, mais on travaille chez Aptero justement sur une plateforme où on va travailler sur la navigation entre salles, on va essayer de travailler sur l'événementiel avec beaucoup de monde. Et il y a des choses vraiment sympas qui se développent, soit chez nous, soit des projets comme Webaverse, comme FrameVR et ce genre de choses-là qui sont aussi des plateformes concurrentes, quoi. Et c'est intéressant à suivre. L'idée, c'est de pouvoir se balader d'une salle juste en tapant une URL et tu n'auras pas besoin d'installer VRChat pour y aller. Juste, ton navigateur est capable de te déplacer d'un environnement à l'autre assez naturellement. Oui. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve. La pratique est moins rose. Et en vrai, j'ai vu des gens, une plateforme qui s'appelle Croquette, et ils ont réussi sur le web, c'est dans un environnement 3JS, tu mets une iframe virtuelle qui est la salle dans laquelle tu vas, tu rentres dans cet iframe et hop, tu es déplacé directement dans l'autre salle. Oui, alors j'ai vu un autre système similaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais effectivement, tu peux être sur une page web, ouais. dans un univers virtuel, et en fait, tu peux dire, tu peux ouvrir un portail physique dans l'espace pour dire je veux aller sur une autre page web, en fait. Ça charge la page web en fond, et en fait, on a un portail virtuel où on peut se déplacer, et en fait, on rentre dans la salle virtuelle comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de transition, en fait, avec un chargement d'une page web, on reste, en fait, dans l'univers virtuel, et ça, je pense que pour le web, ça va vraiment être génial. Ouais. Dans l'absolu, in fine, parce qu'aujourd'hui, c'est encore très, très prototype. Hein, mais ça serait vraiment le pied dans le sens où vous avez vraiment votre environnement virtuel, où vous êtes dedans. Et en fait, vous pouvez vous déplacer d'un univers à l'autre de manière transparente, sans avoir de temps de chargement, sans avoir de coupure, d'un site à l'autre, en fait. Ouais. C'est comme si vous passiez d'un site web à un autre sans coupure. Qu'est-ce qu'il dit, Jammer? Le son est bon sur YouTube. Ah, super, merci. Oui. Non, mais moi je me pose la question sur la quantité de. On sait que c'est très gourmand de la 3D, quoi. Ouais. Et ce que tu expliquais, Alex, le fait de passer comme ça en limitant au maximum le temps de chargement. Parce qu'une des contraintes futures de cette techno, ça va être la bande passante, en fait, ou la fibre, en fait, le besoin d'avoir un gros canal de données qui arrive sur notre terminal. Oui, clairement, la capacité réseau est critique. C'est-à-dire qu'on sait faire du multijoueur parce que moi, c'est un truc que j'entends beaucoup parler, c'est tout le monde dit ouais mais Fortnite c'est le nouveau métaverse et ils ont des millions de joueurs, ça marche. Ouais. Mais ils sont limités à 100 personnes. Ils font des rooms de jeu de 100 joueurs. Il n'y a pas plus de 100 joueurs dans un seul endroit. Alors virtuel ou 3D plat, la seule différence c'est qu'il y a 2 caméras. C'est ça la différence en termes de ressources graphiques. Mais oui. Il y a quand même la capture des gestes. Oui, après pour les manettes. Après, en fait, plus on va avoir de l'immersion, plus on va envoyer des informations à synchroniser sur le réseau, plus ça va être compliqué dans le sens où on va multiplier ça par le nombre de joueurs. Donc comme je disais, si on prend Fortnite, oui, ils parlent que c'est un métavers, mais en fait, il y a des salons d'une centaine de joueurs. Donc une centaine de joueurs, c'est totalement gérable avec une bonne équipe, une grosse team. Sauf que quand on parle de métavers, les gens, dans leur inconscient, ils pensent à Ready Player One avec des millions de joueurs physiquement au même endroit. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Techniquement, c'est pas dans possible. Les MMORPG, mais vraiment des MMO effectivement, comme EVE Online, par exemple. On entend beaucoup ce côté, le métavers, c'est le futur, etc. C'est la nouvelle révolution. En fait, effectivement, tous les MMO que vous avez qui sont là depuis des années, en fait, c'est ça ce qui se rapproche le plus d'un métavers, en fait. C'est un jeu multijoueur en ligne avec de la persistance. Et si on regarde ces jeux-là, eh ben, en fait, il y a des systèmes de duplication d'instances parce que on ne peut pas gérer suffisamment trop de joueurs dans un seul endroit, quoi. C'est pour ça que voilà, quand vous jouez en ligne, de temps en temps, vous allez vous retrouver à vous dire, vous allez avoir un petit message qui vous dit vous êtes dans l'instance 4, et en fait, il y a 4
clone de cet endroit physique dans le jeu parce que en fait, les autres instances, elles sont pleines, quoi. Donc finalement, l'utilisateur, il a la même expérience que les autres. Par contre, en fait, c'est juste dupliqué. C'est comme si on était dans des univers virtuels, quoi. Et l'effet de foule est légèrement moins important, quoi. Ouais. Après, sur le web, l'art de développer sur le web, c'est vraiment l'optimisation des performances. On veut que la page soit le plus rapide à charger sur mobile. Et je pense que c'est un truc qui va dans le sens justement de la navigation. Alors, du coup, toi, tu as parlé des ressources quand on est sur du multiplayer. Là, je vais juste focaliser sur la navigation immersive. Sur le web, on cherche justement à être le plus rapide, comme je disais, le plus performant, et on a des efforts de recherche sur les LOD. LOD, Level of Detail, où on va charger l'asset la plus léger. Par exemple, juste une photosphère pour les portails. Et hop, dès qu'on est dedans, on va charger le modèle le plus léger, légèrement plus lourd, petit à petit, pour avoir des résolutions À propos de ça, ouais. j'ai vu une solution qui a l'air absolument incroyable, qui permet de faire du load dynamique sur un seul modèle 3D. C'est-à-dire que tu passes par une plateforme, tu mets ton modèle 3D. C'est Sense of Place ? Je me rappelle plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de charger tout le modèle 3D d'un coup, avec tout le niveau de détail, avec toutes les textures, etc., en fait, le système va découper le modèle 3D en petites parties et il va gérer le load partie par partie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul gros modèle 3D, puis moins précis, puis moins précis, en fait, il y a un seul modèle 3D et c'est sur chacune des parties du modèle 3D qu'on va avoir un niveau de détail différent. Et il y aura un streaming de polygones au lieu de ça, exactement. Par exemple, sauf que là, du coup, c'est une technologie propriétaire qui est spécifique à Unreal. Et on essaye d'avoir des équivalences sur le web. Tous les moteurs le font à leur façon. Il y a des services qui sont spécialisés sur juste le streaming d'assets. Je pensais par exemple à Sense of Space qui sont en phase de prototypage, qui ont un système similaire, mais depuis le streaming du cloud. Donc Nanite, c'est en local, tu as installé ta map sur ton disque dur et tu vas la charger dynamiquement sur ton CPU pour avoir justement la scène locale. Et là, ça va être justement depuis le cloud, charger ce qui est en face de toi, les polygones qui sont en face de toi, et faire le streaming de manière intelligente en fonction de ton déplacement, pour charger plus de résolution en face de toi, et avoir une vague forme au loin, pour avoir quand même une expérience cohérente. Donc le principe c'est le même, si ce n'est qu'effectivement on va avoir le chargement dynamique pour avoir ce côté beaucoup plus temps réel et pas j'ai un temps de chargement, puis l'environnement il est en train de se charger et paf, ça va arriver d'un coup. Pour être beaucoup plus progressif dans cette approche-là et avoir aussi une utilisation du réseau qui va être plus lissée dans le temps et pas juste avoir un énorme pic pour tout charger et après on ne fait plus rien. Donc l'idée c'est de lisser l'usage du réseau parce que mine de rien on a quand même des limitations autour de ça et c'est mieux d'avoir un téléchargement progressif plutôt que de tout récupérer d'un coup. Ouais. Il n'y avait pas une techno au moment où c'était suivait dans les casques virtuels, où il suivait tes yeux, et là où tu posais ton focus oculaire, en fait, il calculait à avoir une précision, mais tout autour, il y avait moins de calcul parce que il suivait tes yeux et c'était incroyable parce qu'il déplaçait. C'est Foveated Rendering. Oui, c'est le rendu fovéal. Pour l'instant, sur le web, l'API n'a pas été exposée, mais c'est quelque chose qui est en cours de standardisation. Ah oui. Alors sur le web, il y a le W3C, World Wide Web Consortium, fondé par Tim Berners-Lee, le papa du web. Et c'est eux qui vont, par des groupes de travail, proposer des fonctionnalités. Le WebXR, c'est une fonctionnalité qui est en cours de standardisation et qui va intégrer plusieurs fonctionnalités, sous-fonctionnalités. Des fonctionnalités spécifiques au mobile à réalité augmentée. Par exemple, le heat test, le light estimation qui sont spécifiques à une expérience mobile, ou des expériences où alors ou des fonctionnalités qui sont spécifiques à la VR, par exemple la navigation immersive. Et du coup, ça c'est des fonctionnalités qu'on va voir arriver par la suite. Pour l'instant, c'est pas encore standardisé, mais on devrait avoir accès à l'eye tracking par la suite. Ça, j'en doute pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la navigation immersive, elle est bloquée, c'est-à-dire qu'on est obligé de quitter l'immersion pour l'instant d'une page web à une autre. C'est surtout des questions de sécurité, mais sinon ça peut s'activer. D'ailleurs, d'une page d'un site à une autre page d'un même site, la navigation est autorisée, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de quitter l'immersion. Mais bon, on est quand même face à un écran noir, ce qui n'est pas aussi agréable qu'avoir un joli portail de chargement asynchrone. C'est là qu'il y a encore du travail, de la recherche au travers de la sécurité utilisateur. Parce que c'est ça la raison pour laquelle la navigation immersive n'est pas activée. C'est que quand on va d'une expérience à une autre, on n'a pas la confiance d'avoir l'URL et de voir que l'URL vers laquelle on va est une URL fiable. C'est ça le problème. Mais avec des systèmes de portail, on peut partir. Par exemple, si on est sur une même plateforme,
Si on est dans VRChat, on n'a pas besoin de s'inquiéter que l'URL c'est la même. C'est pas la même. On est toujours sur VRChat, on sait qu'on va d'une room à l'autre de la même plateforme. Et sur le web, c'est moins sûr. Par exemple, une URL spécifique peut mettre en danger l'utilisateur en le faisant vomir intentionnellement. On a eu déjà des accidents avec la VR en général, des personnes qui ont perdu la vie, donc c'est important de protéger l'utilisateur de l'expérience vers laquelle il se dirige. En fait, ça, c'est une des grosses difficultés avec le web, c'est que il faut sécuriser les pages web et faut voir un navigateur comme une espèce de bac à sable qui protège votre PC. Parce que quand vous téléchargez un site web, vous voulez pas que le site web sur lequel vous êtes en train de naviguer aille accéder à vos fichiers. Donc en fait, il n'y a pas accès par défaut. Et d'ailleurs, ça pose pas mal de problématiques par rapport à tout ce qui est temps réel, parce que typiquement, on a besoin de la carte graphique. Encore une fois, on a quand WebGPU qui arrive. Hein. oui, mais bien sûr, heureusement qu'il y a des choses qui se mettent en place. Mais disons que ça reste sécurisé, ce qui fait que typiquement, pour accéder à la puce graphique, pour faire du rendu graphique, ça pose quelques problématiques. Il faut mettre des sécurités supplémentaires parce que, encore une fois, si vous avez un site web, vous ne voulez pas que le site web commence à miner des crypto-monnaies via votre puce graphique, par exemple. Donc il faut mettre des limitations. Et c'est pareil, par exemple, pour l'accès à la webcam. Vous ne voudriez pas que votre visite sur Amazon.com vous prenne en photo tout le fond de votre chambre, par exemple. Et ça, c'est des problématiques de sécurité qu'il faut prendre en compte. Par exemple, pour le WebXR en réalité augmentée, le site web n'a pas accès au flux vidéo de la caméra. L'API le bloque. Ce qui fait qu'on a des contraintes, on ne peut pas faire du full body tracking en ayant WebXR activé. On est obligé de faire de la réalité augmentée sans WebXR si on veut faire du full body tracking, par exemple. Et c'est justement pour WebXR, on va essayer de protéger maximum l'utilisateur en faisant attention à ce qu'on donne. Et WebXR, du coup, quand on est en réalité augmentée, va donner les informations de tracking, mais pas montrer ce qui se passe réellement dans la chambre de l'utilisateur. Pour des raisons de vie privée. Là où avec des solutions natives, on a moins le problème parce qu'en fait, on va créer un écosystème qui est fermé et du coup, on maîtrise. C'est une grosse boîte noire en fait et on est confiant en fait que le contenu il est OK quoi. Après, ça reste du coup la sécurité est à la responsabilité du développeur plutôt que du navigateur du coup. C'est là la problématique après. À voir comment est-ce que vous faites ça. C'est aussi l'approche, on va avoir une solution qui va être centralisée, on sait ce qu'il y a dedans et on filtre à l'entrée, et une solution qui est plutôt décentralisée comme sur le web, c'est-à-dire qu'on navigue d'un site web à un autre, quand vous cliquez sur un lien, etc., en fait, c'est transparent pour vous, mais vous venez vous connecter à un autre serveur, et vous n'y pensez pas, mais en fait, concrètement, c'est éparpillé partout dans le monde. Donc c'est ce côté décentralisé qui fait que forcément il faut à un moment donné rajouter cette brique de sécurité qui est gérée par le navigateur. Et c'est pour ça que parfois sur certains sites, quand vous cliquez, vous êtes redirigé, vous faites un petit message, attention, vous allez sortir du site. C'est juste qu'ils veulent se dédouaner de ce qui se trouve de l'autre côté. Et c'est des choses qu'on peut mettre en place en VR. Oui. Alors j'ai plutôt parlé du fait que le web sur le principe est décentralisé. Mais c'est vrai, mais c'est proche parce qu'on a en effet des plateformes 3D plates sur le web qui sont en VR, par exemple, je pense à Decentraland, mais il y en a d'autres qui se basent à partir de la crypto et qui sont spécialisés dans la VR. Par exemple, il y a un projet qui s'appelle Webaverse, qui est justement du métaverse sur le web. Ils sont à base de crypto et c'est de l'Ethereum, ils sont leur base. Moi, ce sera pas mon. Ah, si, j'ai eu quelques projets Decentraland, et toi? Moi, oui, j'ai pas le droit d'en parler. D'accord. Chez Apteron, on travaille avec pas mal de projets intéressants. On a parfois des projets sur Decentraland. C'est pas réellement de la XR, c'est plus de la 3D sur le web. On a des clients qui sont intéressés par ça. Et c'est plutôt ça. Métavers et usage de blockchain. Ouais. Je peux pas. Absolument pas. On a des gens dans notre équipe qui sont dédiés à ça. Alors lui, c'est un patron, attention. Il a toute son équipe. C'est compliqué. On va pas rentrer dans les détails techniques. Oui, t'inquiète. Oui, il y a alors, s'il y a demande, là, actuellement, il y a peut-être un pic, du coup, une décrue de la demande, peut-être, parce que le TL... Disons que depuis les 6 derniers mois, j'ai beaucoup de demandes qui ont les mots-clés métavers, blockchain. Après, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent au bout. J'en ai quelques-uns quand même. Mais ouais, l'idée... en ce moment, il y a beaucoup de demandes dans ce domaine, clairement. Moi, parfois, je vais essayer de parler enfin, ce que je peux dire par rapport à ce qu'on fait chez Aptero. On a des demandes de gens qui veulent qu'on leur crée des environnements 3D, qu'on leur crée des interactions.
des gens qui savent pas forcément coder ni créer des environnements, on aura des choses là-dessus. Je pense qu'on s'éloigne dans ce qu'on peut faire. Enfin, Decentraland, ça reste de la 3D plate. Là, on va pas pouvoir apporter grand-chose en termes d'expérience par rapport à ce qu'on fait là-dessus. Ce sera moins notre jam. Moi, je reçois beaucoup de demandes sur du jeu, en fait. C'est-à-dire des idées de jeux vidéo ou des jeux qui sont basés sur des consommables ou des achats à faire et qui se basent du coup sur des crypto-monnaies sur de la blockchain pour stocker la possession de ces objets. Donc, avec des mints de NFT, en fait, on va avoir une série d'objets que les joueurs peuvent récupérer. Et en fait, au lieu de passer par des objets classiques avec des achats in-app, etc., en fait, ça passe par une blockchain. En fait, c'est beaucoup de demandes comme ça. C'est vrai que ça amène la problématique de payer en VR. Sur le web, c'est pas possible. Du coup, les seuls projets qui existent pour payer, ce sont justement des projets de Web3 parce que on n'a pas besoin d'avoir toute l'interface de la banque. Juste accepter un token au travers du navigateur. En VR, on est en mesure de le faire. J'ai déjà vu des fonctions pour ça. Après, de la publicité, il y en a pas mal aussi qui se développent. De la publicité, il y a une entreprise qui s'appelle Zesty Market. Et ce qu'ils font, c'est des panneaux publicitaires en VR sur le web, payés à base de... Je sais plus quelle monnaie, mais c'est de la crypto-monnaie. Et ils arrivent justement à avoir un truc assez ouvert pour montrer qu'il y a de la demande, qu'ils arrivent à financer les créateurs, justement à travers de la publicité en VR sur le web. Il y aura toujours de la demande pour la publicité. Mais c'est ouvert, c'est standardisé, tu peux voir qui a payé quoi, combien, et mais c'est pareil, il commence aussi à y avoir des solutions d'intégration de publicité en 3D. Le truc tout simple, c'est pour vous visualiser, imaginez un GTA, vous vous baladez en ville et vous avez un panneau publicitaire, sauf que c'est une vraie pub dessus. Et derrière, après, il peut y avoir des systèmes de tracking qui peuvent vérifier le nombre de joueurs qui ont regardé le panneau publicitaire pour compter une vue, par exemple. Là où sur une page web, en fait, ça va être le fait de charger la publicité. On peut intégrer des choses comme ça. Donc, c'est des nouveaux moyens de monétisation qu'on peut mettre en place qui sont plus ou moins intrusifs. Ça dépend de comment on le met en place. Et Unity a ça déjà tout intégré, tout fait d'ailleurs. Ouais. Unity Ads, par exemple. Oui. Alors, c'était par rapport à la présentation. À un moment, vous avez parlé de recompiler Unreal en web. En WebAssembly. Alors, sur la stack technique sur le web, on a, je l'ai dit, HTML, CSS et JS. Mais il y a un nouveau bébé qui est arrivé, c'est le WebAssembly. C'est du binaire pour le web. On compile du C++ en WebAssembly et après, c'est un exécutable qui est plus performant que du JavaScript. Mais comme le runtime Unreal est en C++, il y a des génies qui ont voulu le faire. Mais bon, il y a plein de fonctionnalités spécifiques aux natifs qui ne sont pas compatibles. Donc il y a pas mal de recodage à faire pour arriver à un build WebGL qui marche. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le JavaScript, c'est le langage qui est utilisé sur le web aujourd'hui. Sauf que le JavaScript, c'est un langage qui est interprété. C'est-à-dire qu'il y a des standards. Sauf que chaque navigateur l'interprète plus ou moins. Ce qui fait qu'il va y avoir des choses qui vont marcher, des choses qui ne vont pas marcher. Et ça a des incidences sur les performances qui sont désastreuses si on veut faire du temps réel. Donc c'est pour régler cette problématique-là qu'il y a WebAssembly qui a été créé sur le principe de se dire c'est un binaire qui va être juste lu, on n'en parle plus et c'est fini. Donc ça veut dire qu'il faut le précompiler. Et après, tu as un runtime en C++ qui marche. Et après, on a effectivement un runtime qui est en C++. Et d'ailleurs, là où c'est intéressant par rapport à des moteurs, soit comme Unity, soit comme Unreal, c'est que on prend du code C++ et du code C++, on peut directement le compiler en WebAssembly, si tu veux. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, j'ai vu pour les démos, quand WebAssembly est sorti, ils ont fait tourner en WebXR un ordinateur qui faisait tourner Windows 98, excuse-moi. Non, c'est lequel? Je me rappelle. 88, 98? Bref, l'un des tout premiers Windows dans le navigateur en réalité virtuelle. Donc il fallait imaginer un modèle 3D de vieil ordinateur avec Windows qui tournait avec la souris. Et ça marchait, perfect. Bon, il fallait un ordinateur évidemment qui puisse faire tourner tout ça en natif, mais sur le web ça marche. Après, performance, on s'en sort, mais il faut travailler l'optimisation sur le web. Après, il y a des gens qui ont fait des benchmarks. Alors, j'ai pas les valeurs exactes là en tête, mais par contre, ce qui est clair, c'est que le WebAssembly, aujourd'hui, il est quasiment aussi performant du code C++ compilé. C'est ça qu'il faut voir. Donc, en point de vue de performance, on commence à être pas mal avec ce genre de technologie. Ça vient de qui, ça? Alors, c'est justement le W3C. Dans le W3C, c'est plein d'entreprises qui s'inscrivent au truc, et justement, j'ai un benchmark, si tu veux. Ouais.
en bleu JavaScript, en rouge C++ et en orange JavaScript. Donc c'est quand même pas mal. Sur le Pour quelque chose qui est exécuté dans un navigateur, c'est pas mal. On est bien. Tout à l'heure, si on revient juste une parenthèse sur les moteurs 3D spécifiques au web, qui étaient Three.js et Vanilla.js, c'est les mêmes, c'est du Java, les deux sont du JavaScript. JS. Alors, là, on va avoir une transition vers TypeScript, qui est un peu la mode, mais c'est plus ou moins du JavaScript avec des typages forcés. Derrière, ça reste du JavaScript. Moi, j'aime bien, c'est bien. Alors, je vais juste partager pour ceux qui sont dans Mozilla de la présentation, vous allez avoir un lien pour permettre de voir les slides pour ceux qui sont venus. Ok. Donc, excuse-moi, tu peux répéter ta question? Non, je me demandais ça. Alors du coup, oui, le runtime est codé en JavaScript. Après, en termes de performance, les interpréteurs sont de plus en plus bons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'en sort bien en termes de performance 3D pour des expériences qui sont adaptées. C'est un travail quotidien d'optimisation, de travailler sur le web. Ça demande pas mal de ressources, plus que faire du natif. Mais on arrive à la fin à créer des expériences qui sont assez intéressantes. Il y a toute une plateforme qui s'appelle Construct Arcade qui est dédiée à des jeux VR. C'est des petits jeux d'arcade, mais on a des graphismes décents, on va dire. À partir du moment où la personne s'investit en termes de 3D, par exemple, la page d'accueil de Three.js, qui est une page, enfin, qui est juste une page de présentation, montre des exemples de ce qu'on peut faire, des œuvres assez géniales en termes de graphisme. En plus, avec le support de GLTF2, qui est le format, comme je vous le disais à la mode, on a des rendus sur des modèles 3D qui sortent, qui sont vraiment pas mal. Je me posais la question, enfin, Oui. du coup, à l'avenir, il va être prise la souris, pour la souris clavier. Ouais. C'est déjà une problématique dans la VR Les interactions utilisateurs, ouais. avec la machine. Ouais. Est-ce que, par l'audio, est-ce que vous voyez d'autres pistes? Les claviers virtuels? Par rapport à ça, en fait, les claviers virtuels, ça marche pas. Donc faut arrêter. Voilà. C'est vraiment une solution de secours. Ce qui est en train de commencer de proposer, ça fait un petit moment déjà, mais ce que propose Meta, je pense que ça va être la solution. C'est-à-dire d'avoir effectivement votre environnement virtuel et qu'il y ait des caméras frontales devant votre casque qui filment du coup votre environnement et que vous puissiez choisir, définir une zone en face de vous, physique. Vous allez où voir le vous allez réel, avoir vous allez avoir ton clavier physique. clavier et ta souris. En fait, et dans cet espace-là, tu vas pouvoir voir tout ton environnement virtuel, sauf sur une zone définie qui va te permettre de voir avec les caméras pour voir ton clavier. Et donc du coup, tu vas pouvoir faire des choses en VR et tu vas voir ton clavier, tu vas voir tes mains et tu vas pouvoir taper au clavier, quoi. Cliquer à la souris, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la solution. Ils ont commencé de montrer ce que ça pouvait donner avec le MetaQuest 2. Sauf que les caméras sont pas prévues pour ça. À la base, c'est des caméras infrarouges qui sont juste prévues pour le tracking des mains. Ils ont montré, c'était plus un proof of concept pour dire, hey, regardez, ça marche. Donc techniquement ça marche, je pense que ça c'est le futur. Et dans la prochaine édition, la prochaine gamme de casques qui vont sortir, donc le fameux projet Cambria, ils ont plus ou moins sous-entendu qu'il allait y avoir des meilleures caméras. Donc je m'attends à ce que du coup il y ait des vraies caméras en couleur qui fassent du tracking et du tracking, de la lecture caméra qui soit propre. Parce qu'aujourd'hui les caméras infrarouges, elles sont dégueulasses, on va pas se mentir. C'est vraiment histoire d'eux. Et du fait d'avoir ces caméras-là, on va pouvoir vraiment avoir cet aspect-là de se dire, on a un environnement virtuel, par exemple un bureau virtuel, et sur lequel on va quand même pouvoir définir l'espace pour pouvoir avoir des actions plus classiques du genre utiliser un clavier et une souris, parce qu'aujourd'hui, ça reste ce qui est le plus pertinent pour gérer des contenus. Aurait plus généralement en termes d'interaction utilisateur, on a le hand tracking, on a le suivi des manettes. Sur le web, on a aussi des API qui permettent de faire de la reconnaissance vocale, même si le mieux, c'est souvent de passer par des SDK de Microsoft et compagnie qui ont plus d'expérience là-dedans, dans Google aussi. Et après, à développer. Il y a aussi l'approche inverse qui est pas d'avoir toute la réalité virtuelle et juste un peu de réalité physique. Mais l'inverse, par exemple, avec des casques de Lynx, qui est une startup française, qui eux vont être des casques de réalité augmentée avec des caméras qui sont devant les yeux et qui font un pass-through
c'est-à-dire qu'on voit ce que les caméras voient, en plus d'ajouter des éléments digitaux. Donc vous avez vos écrans et vous avez votre monde réel tout autour de vous. C'est une autre approche. Et ça fonctionne sur des expériences stationnaires. Bah, après, forcément. non, ils font du ça tracking très bien. Enfin, ils utilisent le tracking très bien. Au niveau du clavier, on est d'accord. Dans le cadre effectivement de ce que propose Meta, c'est tu es assis à ton bureau, tu as ton espace là et tu peux avoir ton espace autour. Ou potentiellement, tu peux te lever pour aller à côté parce que tu as prévu un espace et tu t'es foutu un tableau blanc par exemple, et puis c'est là que tu vas mettre tes post-it, etc. Par contre, ton espace qui va rester l'espace de vue sur le réel, ça va toujours être au même endroit parce que ton bureau il bouge pas si tu veux. Après, tu as effectivement l'autre approche de Lynx qui est plutôt de se dire bah, c'est le même principe que sur Meta, mais plus avec une approche où on garde le réel et on va venir accrocher des éléments virtuels par rapport à ton environnement en fait. C'est ce qu'on retrouve avec les casques HoloLens 2 par exemple. Et c'est une question d'extérité des doigts, le fait que virtuellement ça ne pourrait pas fonctionner. Bah, si. Après, c'est plus une question d'interaction en fait. Ouais. Parce que taper au clavier virtuellement, alors déjà, il faudra avoir du hand tracking qui soit ultra précis. Ouais. C'est de mieux en mieux, mais c'est pas encore parfait. Et après, tu taperais en l'air. C'est d'un point de vue, d'un point de vue retour haptique, comme ça, c'est pas génial en fait. En fait, il faut se dire que avec le hand tracking, on peut faire des trucs géniaux, on peut faire des mouvements dans l'espace. Certes, on n'a pas de contrôle, on peut faire des mouvements, etc. On peut faire du nunjitsu si tu veux. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de moyen simple de faire des interactions dont on a besoin pour un usage, on va dire, quotidien, pour travailler, etc. Parce qu'aujourd'hui, pour travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas pointer des objets, tu vas cliquer sur des boutons, tu vas écrire du texte. Et ça, pour ça, en fait, le hand tracking, ça va pas. Ça va si tu es dans un environnement qui est déjà prévu et que tu dois prendre des objets, par exemple, les déplacer, etc. Mais aujourd'hui, ça voudrait dire en fait carrément reconstruire un système d'exploitation autour de ces genres de mécaniques pour reconstruire en fait toute la base d'interaction qu'on pourrait avoir avec juste les mains pour que ça devienne intéressant. T'es sûr d'un système d'exploitation? Bah, en gros, un système d'interaction. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Un système d'interaction qui te permet de faire des actions communes dont on a besoin pour faire nos actions quotidiennes dans le cadre d'une application. Quoi. Moi, il faut pas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas chercher à retranscrire coûte que coûte ce qu'on faisait avant avec des nouvelles technologies parce que ça ne marchera pas. Quoi. Pour faire plus simple, en fait, sur un clavier physique, vous avez écrit super rapidement, mais comme sur le web, on n'a pas de. Enfin, pardon, sur le web. En VR, quand on fait du hand tracking, on n'a pas de retour haptique. Du coup, c'est plus difficile d'être très rapide et très efficace. Et c'est des problèmes que je rencontre, par exemple, quand j'ai fait des recherches sur mon moteur de recherche. Je me suis rendu compte, je travaille du coup sur un moteur de recherche en réalité virtuelle, je me suis rendu compte que les gens, ils préféraient enlever le casque, regarder sur leur smartphone, taper sur leur clavier physique, du coup, et après revenir dans le casque. Et du coup, l'input textuel de clavier, elle est juste trop désagréable, quoi. Il faut revoir tout. Pour votre projet, c'est un bon challenge. Ouais, c'est là qu'il faut réimaginer en fait la façon dont on va interagir. Typiquement, comment est-ce qu'on peut taper du texte avec autre chose qu'un clavier. Et j'avais vu un projet qui était assez intéressant avec un double cube en fait. Je sais pas si oui, je les ai vus. Où en gros, c'est plutôt que d'avoir un clavier virtuel, en fait, on a deux cubes et chaque coin permet de choisir un petit peu des lettres et on peut faire des combinaisons avec les deux mains. Donc du coup, ça demande un apprentissage. Mais l'idée, c'est de réécrire en fait juste en déplaçant les mains comme ça. C'est comme les claviers ergonomiques où juste des mouvements ça fonctionne. Sauf que c'est interprété sur le web, en VR et c'est vrai que c'est plus rapide que d'avoir à cliquer A, B, C, D, E, F, G comme ça. Juste les mouvements, c'est plus naturel, on va dire. Plus interactif. Le problème, c'est que aujourd'hui, les gens sont habitués depuis 30 ans à utiliser des claviers et des souris. Et pour s'habituer à ce genre de nouvelles technologies, ça va demander énormément de temps. C'est un coût, ouais. C'est un coût qui est super élevé. Même si dans l'absolu, ça peut être plus efficace. C'est comme tous les claviers qu'on a aujourd'hui, ils sont prévus, ils ont été pensés, le layout de clavier, de touches, a été prévu initialement pour empêcher les gens de taper vite. Oui, parce que c'était avec les machines à écrire, en fait, les gens sont devenus tellement rapides que ça bloquait les machines à écrire. Donc les Américains ont posé ce layout de touches qui fait que ça éloigne les touches suffisamment pour empêcher d'aller vite. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, sauf que en fait, ça fait 70 ans qu'on a ces formats de touches, donc en fait, c'est dur de le changer. Il y a des nouveaux formats qui existent avec les claviers Dvorak, par exemple. Et en fait, si on regarde, oui, ça marche, vous pouvez en acheter. Combien de personnes l'utilisent ? Personne. Enfin, personne, non, c'est pas personne qui l'utilise, mais à l'échelle mondiale, c'est ridicule, quoi. C'est pas grand-chose.
Donc la problématique, en fait, c'est ça, c'est qu'on doit se traîner ce bagage-là d'habitude, de technologie, parce que sinon, si on fait un truc qui est trop innovant, bah, les gens ils vont se dire, même si nous on sait que foncièrement ça va être mieux, ça demande un petit peu d'investissement, bah, les gens ils vont pas le faire parce que c'est trop dur. Le coût gap mental il est trop élevé. Ouais. Le coût mental d'adoption est juste pas intéressant. La commande vocale, ouais, mais c'est pas encore assez précis. Mhm. Tout le UX, ouais, il y a un travail sur le UX qui fait que ouais, trouver la meilleure façon que faire en sorte que la personne n'ait pas à taper le texte, ouais, c'est une bonne problématique. C'est une grosse problématique. Après c'est une question qui est hyper profonde parce que bah, on est basé sur de la catégorisation par du texte. Donc en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui est basé sur du texte. Un bouquin, il a un titre, c'est du texte. Tu vas faire une recherche sur Internet, c'est du texte parce que c'est la façon fondamentale qu'on utilise pour transmettre de l'information en fait. Après, imaginons que demain, ça soit de la recherche vocale. Tu vas dire quelque chose et ça va te le retranscrire. Bah là, effectivement, ça sera peut-être plus simple. Mais il faut avoir les systèmes de reconnaissance vocale. Ça va pas marcher partout. C'est gourmand, ça coûte cher, etc. Donc, c'est ça qui est compliqué, en fait. Donc, aujourd'hui, le mieux, c'est vraiment de trouver des solutions simples à cette problématique-là pour conserver cette idée. Bah, on est obligé de gérer du texte, de laisser la possibilité à l'utilisateur d'entrer du texte, parce que je ne vais pas taper du texte, pour, du coup, transmettre les informations dont il a besoin. Et après, ça passe pas forcément par taper sur un clavier. On peut imaginer d'autres choses. Par contre, il ne faut pas que ça soit trop complexe, dans le sens où je pense qu'en réalité virtuelle, les gens seront beaucoup plus à l'aise avec un clavier virtuel ou en hand tracking, il faut qu'ils fassent ça, quitte à avoir un petit retour visuel, etc., ou auditif pour leur dire, bah tiens, j'ai bien appuyé sur la touche, plutôt que d'avoir un système qui est hyper optimisé, mais qui est tellement obscur que les gens ils vont dire, what? Qu'est-ce que c'est que ça? On n'en est pas encore là, malheureusement. Des choses exprès, ouais. C'est pour dire par rapport à la 3D sur le web, etc. Oui. C'est peut-être un peu plus loin, mais le cloud streaming d'un truc 3D, ça peut être une Alors c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose qui marche bien. Par exemple, quand j'avais parlé, oui, je voulais savoir si c'était possible. Avec le fovealité de rendering. Alors, il y en a qui ont baissé la résolution, certes, mais il y en a aussi qui ont baissé le bitrate nécessaire pour certaines parties de l'écran. Donc ça demande de streamer. Après, il y a énormément d'optimisation qu'on peut mettre en place. Il y a quelque chose que Meta a mis en place sur ses dernières versions. Alors, je ne vais pas me rappeler du terme exact. Donc, vu que c'est enregistré, je vais éviter de dire des conneries. Le principe, c'était de rendre une frame sur deux et de générer via du machine learning, enfin via une intelligence artificielle qui a été entraînée, en fait, de laisser à une IA se débrouiller pour sortir les frames qui manquent. Et en fait, c'est basé sur les mouvements qu'il va y avoir entre la frame précédente et le mouvement qui était sur la frame d'avant, pour arriver à anticiper en fait la position des pixels pour combler les trous. Et en fait, du coup, ça permet à ton logiciel de pas faire un vrai rendu complet une frame sur deux, mais de laisser ça à une IA qui, pour le coup, consomme moins. Donc, tu as des optimisations comme ça. Tu as le rendu foveal qui permet de réduire pas la densité, la précision de rendu sur des éléments externes, parce qu'effectivement, l'œil humain, de la manière dont il fonctionne, on voit clair que dans le point de focal de nos yeux. Et en fait, tout le reste, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper flou en fait. Et ce qui est bien, c'est que le cerveau, il s'en fout, parce qu'il est habitué à ça, il est habitué on va dire, interpréter ces informations-là comme ça. Donc nous, avec nos écrans, on a eu la méthodologie naïve, qui consiste à dire, bah, on prend l'œil gauche, on prend l'œil droit, et pop, on envoie tout ça. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on génère plein d'informations qui ne sont pas utilisées par le cerveau, ce qui fait qu'on peut grappiller des performances à ces endroits-là. Et pour revenir du coup à ce que tu disais par rapport au web, à la 3D temps réel pour le web, du coup, oui, par exemple, là, c'est un exemple qui est sorti assez récemment, c'est Babylon.js qui supporte du xCloud, par exemple. Le xCloud qui est la plateforme de Microsoft. Et ils font justement du streaming justement avec Babylon.js. Parce qu'il y a tout le système d'input. Et pour le FOV, enfin, Foveated Rendering, là c'est surtout une démo en 3D plate. Du coup, j'ai pas vraiment d'exemple là-dessus. Et de toute façon, ce qui se passe, c'est qu'on va envoyer les coordonnées de la position de l'utilisateur
Donc à mon avis, si on envoie les données aussi des yeux, on pourra pouvoir faire aussi du foveated random. Ça me paraît tout à fait faisable. Il y a de fortes chances que ce genre de solution, ça arrive de plus en plus à l'avenir. Ouais. Pendant quelques temps, quand il y a eu l'annonce de la 5G, tout le monde s'est dit, mais à quoi ça sert d'avoir des débits aussi élevés? Eh bien, à ça. C'est le fait de se dire, en fait, plutôt que d'avoir une machine qui gère tout le rendu, en fait, on va faire le rendu sur des fermes de serveurs qui sont optimisées et qui sont partagées entre les différents utilisateurs. Ça coûte cher, je sais bien, mais bon. On verra bien avec comment ça va évoluer, pour faire en sorte que sur place, on puisse avoir une expérience qui soit qualitativement plus élevée que ce qu'on pourrait avoir avec un matériel qui est relativement peu performant et de se baser sur le débit qui va être très très élevé. Il y a déjà des solutions qui existent comme ça, comme on parlait de Shadow. Voilà, Shadow, c'est un PC virtuel en fait, qui tourne dans le cloud et si vous avez une bande passante qui est suffisante, entre le moment où vous allez faire les inputs et vous allez avoir le retour, à moins de jouer à un jeu ultra compétitif, en fait vous n'allez pas le ressentir, quoi. Ce qui fait que tout d'un coup, tout est délégué dans le cloud sur des machines dédiées qui sont pour le coup mises à jour, donc il n'y a pas de problème de performance, il n'y a pas de problème de pièces qui tombent en rade, vous payez votre abonnement, vous y avez accès, ça marche. Par contre, ça implique d'avoir un accès Internet minimum fibré. Par rapport à ça, moi, je vois bien un avenir, personnel, mais où Meta, par exemple, propose des Je relancerai Shadow Listening à sauter. plus des casques, mais on achète des abonnements pour avoir un casque, et du coup, en fait, dans le casque, Non, c'est pas un écran, un tracking et le minimum nécessaire pour envoyer le truc. Du coup, tu peux peut-être payer un abonnement pour avoir le service et il te donne un casque avec qui est quasiment vide, du coup, et ça permet de baisser les coûts. Clairement, hein, c'est tout à fait possible. Après tout, aujourd'hui, on a bien on fait bien de la LOA sur les voitures. Donc honnêtement, ça ne me surprendrait pas qu'une fois que la réalité virtuelle sera bien installée dans le grand public, que les gens seront habitués à voir ça au quotidien, tout le temps, effectivement, on aura peut-être des offres plus basées sur l'abonnement, en mode, nous, on vous propose un service complet, on vous livre le casque, vous avez l'accès Internet avec une box 5G ou un truc comme ça, un truc tout intégré, ce qui fait que même si tu as une connexion dégueulasse ou que tu n'as pas de quoi faire fonctionner de la VR chez toi, c'est pas grave, ça marchera quand même. Effectivement, ça c'est une des possibilités d'évolution. Et on en revient à la question de tout à l'heure par rapport à la possibilité de gérer autant de gens au même endroit dans des métavers. C'est une question de débit, en fait, pour arriver à transmettre toutes ces informations. C'est pour ça que, par exemple, la 5G, c'est intéressant. Avec tous les inconvénients que ça peut avoir à côté, c'est-à-dire la surcharge de consommation énergétique et tout ce qui va à côté. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et le stream du coup vers YouTube et Voilà. vers Twitch. Vous avez bien fait de venir. L'expérience en réel est beaucoup plus stable. Toujours. Comment? Ouais, et c'est la aussi. C'est toujours mieux en vrai. Vous pouvez me citer sur celle-là. Après, si on élargit encore sur les contraintes et les bottlenecks, est-ce que le déplacement aussi, ça paraît un challenge? Alors, on a de plus en plus de moyens de gérer ça plus ou moins correctement. Je pense qu'il y a une intelligence collective qui s'est montée sur ces dernières années. C'est-à-dire qu'au début, les développeurs faisaient n'importe quoi parce que tout le monde était des passionnés et ça secoue un petit peu, mais ça va. Alors qu'en fait, quelqu'un qui a jamais essayé ça, c'est bon, c'est fini, c'est la VR, ça me rend malade, je veux plus jamais en faire. Donc je pense qu'il y a effectivement une espèce d'intelligence collective qui s'est montée autour de ça pour se dire, alors il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'on peut faire. Et typiquement, si vous avez des contrôleurs et que vous voulez vous déplacer au stick, parce que vous n'avez pas de place, ça, il faut le faire de manière très 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 encadrée, parce que ça va rendre malade. Et typiquement, sur Google Earth, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser Google Earth VR, c'est Google Earth, donc vous pouvez déplacer la planète, etc. Mais vous pouvez également vous déplacer avec un stick. Donc par exemple, avancer, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils réduisent le champ de vision pour ne voir que le centre du champ de vision. Et en fait, ça réduit drastiquement cette sensation de cinétose parce que votre cerveau, il va percevoir le déplacement, il va interpréter le déplacement par les yeux avec le champ de vision périphérique. Parce que c'est les zones de votre vision sur lesquelles, quand vous allez vous déplacer, c'est là où il y a le plus de choses qui vont bouger. Et donc du coup, le cerveau, il va interpréter le déplacement via ces déplacements visuels. Donc si on masque ça, en fait, le cerveau va moins avoir l'impression, en analysant le flux visuel, si vous voulez, qu'il y a un déplacement.
Ce qui fait que quand il va comparer ça à ce que lui dit l'oreille interne, il va dire ouais, c'est à peu près OK. Alors que si on avait justement cette vision externe, là, le cerveau, il va dire bah tiens, mais ça bouge beaucoup sur les côtés, donc ça veut dire que je suis en train de me déplacer. Et là, s'il compare ça à l'oreille interne qui lui dit non, moi je bouge pas, c'est là qu'on a une dissonance et qu'on va avoir les nausées qui vont arriver. Donc il y a des solutions qui sont en place comme ça. Dans l'idéal, le mieux, c'est le fait d'amener le joueur ou l'utilisateur à se déplacer dans son espace. Mais il y a certaines limitations dans le sens où bah, on n'a pas tous un salon ou une salle d'utilisation qui est suffisamment grande pour faire l'expérience qu'on veut faire. Donc à un moment donné, on sera dans l'idéal, il faut proposer ça de base, et après proposer un autre moyen, un terme supplémentaire pour se déplacer, pour sortir de ce cadre-là. Et là, à ce moment-là, bah, on a soit les sticks avec cette réduction du champ de vision, soit de la téléportation. La téléportation casse un petit peu l'immersion, mais aujourd'hui, c'est les solutions qui sont les plus, on va dire, les moins dangereuses en termes de nausée. Après, je pourrais aller parce que moi, je viens du coup, comme je l'ai dit, d'un master de l'intellectuel avec des enseignants-chercheurs spécialisés dans l'expérience utilisateur. Et on a des recherches sur la navigation redirigée. C'est un sujet en fait, de recherche continue à développer. C'est l'expérience collective qui évolue. Ouais. On aura bientôt des moyens de se déplacer ou juste par la pensée, ça se fera avec la récine, Ça va se bien, ça va être très intéressant. Est-ce que tout ce qui est approche hardware Oui, après, il n'y a pas de solution qui est correcte et surtout qui est abordable parce que, enfin, ouais, bien sûr qu'il y a les tapis, comment ça s'appelle? C'est pas les tapis au petit track, c'est. Les très lumières. Ouais, les tapis où on est attaché à la ceinture et en fait on court dans le vide. Sur le principe, c'est super parce que bah, physiquement vous allez vous déplacer, donc vis-à-vis du cerveau, ça va à peu près. Il y a toujours le petit décalage avec l'oreille interne, mais on peut jouer avec. Mais le problème, c'est que il faut le système, quoi. Puis ça prend de la place, il faut l'acheter. Et c'est un truc, ça coûte plusieurs milliers de dollars, quoi. Donc, oui, bien sûr, il y a des vestes haptiques, il y a des gants haptiques aussi, c'est pareil, on peut faire plein de choses avec. Sauf que c'est du matériel supplémentaire qui aujourd'hui, bah, ouais, si tu es passionné, tu vas pouvoir te l'acheter. Si tu es une entreprise, tu vas pouvoir te l'acheter. Mais pour le grand public, pour une utilisation de masse, c'est juste pas possible, quoi. C'est trop cher. À voir. On a aussi avec les casques dont il y a le fil. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'apporter la VR de la manière la plus simple possible. Ouais, accessible, avec des casques pas chers. Bien sûr, bah, l'objectif en fait c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui ait du matériel comme ça, et typiquement c'est l'objectif pas du tout masqué de Meta. Quand Mark Zuckerberg a racheté Oculus en 2014, ouais. Bah, en fait il s'est dit bah, c'est pas compliqué, le futur c'est de la réalité virtuelle, je veux que Facebook ça devienne le réseau social en réalité virtuelle. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh ben, faut qu'il y ait des gens qui puissent y accéder. Pour que les gens y accèdent, faut qu'il y ait des casques, que tout le monde ait un casque en fait. C'est pour ça qu'ils ont acheté Oculus. C'est pour ça qu'ils injectent des dizaines de milliards de dollars en R&D chaque année pour être sûr d'être à la pointe. Ils ont sorti le Quest 1, ça a bien marché. Ils ont sorti dans la foulée le Quest 2 en faisant en sorte que le prix soit le plus bas possible. Donc il est un petit peu plus cheap que le premier. Sauf que maintenant, aujourd'hui, bah, y a plein de gens du grand public qui ont découvert un petit peu la réalité virtuelle par hasard, qui se sont achetés un Quest et qui du coup maintenant se disent bah, c'est chouette la réalité virtuelle. Et maintenant que la masse de gens qui ont un casque de réalité virtuelle va grandir, on va se retrouver dans une situation où ça va devenir intéressant pour des entreprises de développer des solutions pour ça, de développer des réseaux sociaux, donc bon, Meta va arriver en premier, forcément, mais de développer des solutions qui utilisent ça. La course au métavers. Ouais. La fameuse course. On verra bien où ça nous mène, mais ouais, c'est un peu ça. Bonjour, vous êtes arrivé récemment, est-ce que vous voulez vous présenter ou vous avez des thématiques que vous avez abordées? Je suis désolé du coup. Non, il n'y a pas de souci, de toute façon, on a eu des soucis techniques d'entrée de jeu, donc vous n'avez pas raté grand-chose. Moi, je suis virtuel pour les bouteilles et une problématique, en gros, c'est vraiment la question de développer, c'est le tableau FOV. J'utilise par exemple une application qui s'appelle Foyer Vista pour un spécifique pour les musiques virtuelles. Et en fait, quand je fais les tests des musiques virtuelles qui passent super bien sur un PC, qui passent super bien sur un smartphone, etc., je me retrouve dans un environnement gigantesque qui n'a plus rien à voir en fait avec la réalité. Je suis à 3 mètres de hauteur, alors qu'en fait, je suis à 1 mètre. Et je suis. Et du coup, c'est même quand je mets le 4 en marche,
me rends compte qu'on est dans un environnement qui est quand même plus grand que ce que se fait normalement. Alors, j'ai une question. Tendance, déjà du casque naturellement à faire plus grand, je suppose pour voir mieux. Et après, en termes de réalisme, on est quand même assez loin de. Alors, du plus grand, c'est pas. Je pense que c'est pas forcément pour permettre de voir plus grand. Je pense que c'est la calibration pour la 3D. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment une histoire de calibration par rapport au contenu, parce que ça, concrètement, c'est réglable. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le travail que fait le cerveau dans la réalité, en fait, il a mis des années à se calibrer et du coup, on a pris des repères avec comment on perçoit le monde. Et pour le coup, je pense que si on inversait nos cerveaux et qu'on rebranchait l'un à l'autre les cerveaux, je pense qu'on serait complètement perdu parce que les signaux sont pas du tout les mêmes. La façon de percevoir, nos yeux, ils ont beau être à peu près pareils, ils voient pas tout à fait la même chose, donc on serait complètement perdu. Donc déjà, il y a ça. Et après, en fait, quand on est dans une expérience virtuelle, en fait, il faut tenter de reproduire tout ça. Donc on a des espèces de standards qui font que ça marche plus ou moins. Mais c'est pas surprenant d'avoir cette espèce de distorsion entre c'est bizarre, j'ai pas cette perception-là de la réalité, parce que en fait, on a reproduit plus ou moins ces paramètres-là pour faire en sorte que ça donne l'illusion que c'est réaliste. Donc après, d'un point de vue rendu, c'est OK. Par contre, il peut y avoir certaines je vais pas dire incohérences, mais des différences de perception par rapport à la réalité, parce que c'est du truc, ça reste du virtuel, quoi. Donc, par rapport à ces photos, je ne sais pas s'il y a un moyen de régler ça, si ce n'est peut-être la gestion de la taille des bulles de 360. D'ailleurs, c'est quoi en fait la plateforme? C'est un modèle 3D ou c'est des images 360? Alors, oui, mais les modèles 3D dans lesquels vous déplacez, est-ce que ce sont des photos? Ce sont des photos. Alors, les photosphères, il y a plusieurs façons de travailler sur les photosphères. J'avais un projet là-dessus. Justement, il y a c'est l'un de mes premiers projets, c'était une visite de bateau virtuel dans lequel on avait mis une caméra 360 stéréoscopique. On avait dû faire le collage des images. Et en fait, avec une caméra stéréoscopique, on va essayer de reproduire l'écartement interpupillaire, donc l'écartement des yeux. Donc, soit votre image, c'est une image monoscopique, c'est-à-dire c'est juste une image que l'on va afficher sur une sphère très large. Et dans ce cas, c'est normal qu'on ait l'impression que tout est loin, parce qu'en effet, c'est une sphère qui est gigantesque, qui fait la taille de l'univers, et qui nous donne juste l'impression d'être dans l'environnement. C'est comme les photos de Google 360, c'est juste une image en fait. Et c'est une seule image qui est faite pour représenter un point qui se trouve ici. Et comme on n'est pas en stéréo, alors qu'en VR on est censé être fait pour la stéréo, les perceptions sont complètement décalées. La chose qui peut être faite, c'est soit de travailler avec des modèles 3D, c'est-à-dire demander à un artiste de reconstruire à partir des photos l'environnement, soit de partir sur des images en stéréo. Dans ce cas, il va falloir une caméra qui ait plus de composants. Par exemple, je vais vous montrer juste un exemple de caméra mono. En gros, le principe, c'est qu'au lieu d'avoir une seule texture qui va représenter ton environnement, tu vas en avoir deux qui vont être prises. Donc, tu as deux caméras qui représentent l'œil gauche et l'œil droit. Et en fait, ces deux rendus sont rendus en réalité virtuelle. Alors, ça ne marche pas sur le web, ça marche en réalité virtuelle. Ce qui fait qu'entre ton œil gauche et ton œil droit, même si ça va être une photo, tu vas avoir une petite différence qui fait que le cerveau, il va arriver plus ou moins à reconstruire la profondeur de champ. C'est pas parfait, mais ça peut donner un petit peu l'illusion. Alors, sur le web, ce que vous voulez dire, c'est en 3D plat, du coup. Là, c'est une caméra monoscopique, du coup, il y a juste une lentille pour un pixel. Vous voyez, il y a juste une caméra face à vous. Mais les caméras stéréo vont avoir une rangée de 6, 8 plus de capteurs qui font que peu importe l'angle dans lequel on aura quand même deux images complémentaires qui vont pouvoir, à la fin, faire une reconstitution stéréoscopique. Après, le travail de récupérer ces flux vidéo pour en faire un modèle, pour en faire une vidéo ou une image stéréoscopique, c'est le stitching. C'est tout un art de bien recoller les images. J'en avais fait, c'est assez technique. Mais on arrive du coup à voir la perception de volume sans avoir à se déplacer. Par contre, dans un scénario où on est avec des images, on ne peut pas se déplacer la tête, sinon la perception se casse. On est obligé de viser des expériences qui sont statiques en termes de déplacement. Programme qui permet de gérer Ouais. de créer un environnement 3D puisque ouais. On peut régler quand même cette
Je connais pas ce logiciel, j'aurais du mal à vous aider techniquement sur l'implémentation, mais ça peut être des pistes de réflexion, voir soit essayer de réduire la photosphère, peut-être que ce sera plus proche, mais on aura quand même l'impression d'être dans une bulle, dans une petite bulle dans laquelle on a mis notre tête pour voir ce qui se passe. Je sais pas si vous avez vu, par exemple, dans les aquariums, parfois il y a un petit dôme par lequel on passe la tête pour être à l'intérieur de l'aquarium, ça serait un peu ça en termes de perception. On sent quand même qu'on est confiné dans une image qui nous représente ce qu'on veut faire. En fait, quand on est en stéréo, on voit que c'est un plan. On voit que c'est un plan, mais bon, plan circulaire, mais on peut le percevoir. Donc il y a peut-être un travail sur comment calibrer pour que ce soit le meilleur enfin trouver le sweet spot, quoi, trouver l'équilibre le plus agréable pour l'utilisateur. Il y a du travail là-dessus, ouais. Je vais ranger ça. Et est-ce que l'avenir, c'est pas la programmation aussi dans ce- Ah, c'est un travail intéressant. Ça pourrait. Parce que là, on a. Après, la photogrammétrie en intérieur, je pense que ça pourrait se développer avec l'usage des drones. Après, je sais pas dans Après, quelle avec le mesure lidar et ce peut genre avoir, de ouais. choses-là aussi. Mais en fait, la photogrammétrie, c'est convertir une image en modèle 3D par un système automatique plutôt que de le faire à la mano. C'est-à-dire que vous pouvez payer un designer, enfin un modélisateur 3D pour, à partir de vos images, faire un modèle, ou vous pouvez utiliser un algorithme de photogrammétrie qui va essayer d'estimer. En termes de qualité, ce sera mieux de demander à un designer de le faire, forcément. Sauf évidemment si vous avez des professionnels comme par exemple ceux qu'Unreal a racheté, c'était qui? Photoscan, Megascan? Megascan. Ils font un travail légendaire sur la photogrammétrie et du coup c'est un super résultat. Après c'est juste une question de budget, de ce que vous voulez faire comme outil final, quoi. PR panneau? Donc la profondeur de champ peut être déplacée après à partir d'image des axes. Ah, il fait les lignes pour faire. Alors là, du coup, ils vont faire un modèle 3D par terre, ouais. Et ils vont reprojeter du coup l'image 360 sur la géométrie de la salle. Ouais, j'avais vu ces exemples-là. Et du coup, là, ils font la conversion de photo 360 à modèle 3D. Modèle simpliste, mais c'est amplement suffisant. Donc, pour expliquer ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a la photo 360 et on définit nous-mêmes les angles. Ah, là c'est un angle de mur. Alors, soit on demande à quelqu'un de la team de le faire, soit c'est à nous de le faire. Et on met les points et après, on a un mesh très simple. Et là, on va pouvoir faire reprojeter la texture de la photo 360 sur ce truc-là pour avoir vraiment les volumes qui sont corrects. Et là, pour la VR, c'est parfait. Problème de texture. Ah bah, Alors, il y a c'est des pas systèmes, magique dans tous les cas. il y a des systèmes, enfin, la reprojection, il y a plein de façons de faire ça. C'est pas un domaine dans lequel je suis expert. Mais oui, c'est grossier, c'est pas forcément aussi bien que si c'était un 3D artiste qui s'en occupait. Mais c'est amplement suffisant pour avoir déjà une perception des volumes. Quand tu visites un hôtel, pour te voir quelle chambre tu veux, c'est déjà un bon début. Et puis, mieux c'est, ouais. C'est sûr. Déjà des cubes, c'est déjà mieux que d'avoir une photosphère qui n'est pas forcément à tester. C'est des choses qui sont à tester, à expérimenter. À voir. Ouais. Deux choses. Alors, premièrement, par rapport au truc d'interpolation d'images pour doubler les FPS visuellement, en animation, le nom de le revenu, c'est Asynchronous Space War. Ouais. Si, c'est le Space War. Bien vu. Et deuxième chose, est-ce que vous avez entendu parler de Tilt 5? Tilt 5. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu me corriges si je me trompe, c'est un plateau réflectif. En fait, c'est un type de casque. Je vais essayer de remettre les mots correctement. C'est un type de casque de réalité augmentée un peu spécifique dans le sens où il va projeter de la lumière. Et en fait, la surface d'interaction, c'est une surface hyper réfléchissante qui te permet du coup de revoir ce que ton casque va projeter. Ok. Et du coup, il y a des systèmes, il y a des points sur les côtés qui permettent au casque de repérer le plateau. Et c'est utilisé surtout, par exemple, pour les jeux de plateau, enfin pour les jeux de plateau du coup. Et je ne sais pas s'il y a de support sur le web. Je t'avoue que je n'en ai pas vu d'usage, mais je n'ai pas expérimenté avec ce casque-là, donc je ne saurais pas trop te dire ce que ça donne.
J'ai pas expérimenté non plus, ça, en fait, ça tombe sur Unity, donc tu peux, avec un SDK, tu peux faire ce que tu veux sur Unity, tu peux le balancer sur le plateau. Et c'est marrant, donc c'est une petite entreprise, c'est une ancienne personne qui travaille à Valve. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un petit projet pour faire des jeux, mais en termes de FOV, de qualité d'image, d'après les retours, je crois qu'il y a les Zuckerberg qui a essayé aussi. Ça détruit la plupart des lunettes de réalité augmentée. C'est sûr, parce qu'ils se contentent justement du petit rectangle comme espace de rendu. Donc ils peuvent focaliser toute leur recherche justement sur faire en sorte que le pixel soit le mieux, alors que les casques de réalité virtuelle vont essayer justement d'avoir un maximum d'angles de vue. Et là, forcément, la densité de pixels. Oui, vas-y. Justement, ça fait pas ça, par exemple, HoloLens ou même Leapmotion? Attends, Ultra Leap. Alors, ouais. ou même Enreal ont souvent des FOV qui sont très limités, dans les 50 degrés, en FOV par exemple. Et eux, en faisant ça, ils ont réussi à toucher les 70-75 en faisant la magie d'optique. Je ne sais pas trop comment ils ont fait, mais c'est différent. Alors, dans ce cas, ils devraient déplacer le projecteur. On va tester. Je sais que en termes de casque, en termes de casque de réalité augmentée, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche qui est celle de Tilt 5, mais aussi d'HoloLens, c'est de d'avoir un jeu de miroir. Bon, je vulgarise, c'est plus compliqué que ça. Un jeu de miroir, c'est-à-dire qu'on voit naturellement ce qu'il y a devant nous, et un jeu de miroir qui va réfléchir la lumière. C'est un peu comme les effets un peu d'optique avec la pyramide, c'est assez simple. Le problème, c'est qu'on n'a pas les noirs, parce que les noirs sont justement, c'est de la transparence. On perd cette information-là. Ce que fait Tilt5, qui est intéressant, c'est que du coup, comme il se base justement sur une surface réfléchissante, il n'y a pas d'information contraire qui va derrière mettre de la lumière. Donc ça, ils sont gagnants là-dessus. Et il y a d'autres, mais ces casques-là, en général, qui ont des systèmes de miroir, sont limités en effet à des FOV réduits. Alors, je ne saurais pas expliquer la technicité de pourquoi. C'est par exemple le cas de Google Lens. Ils avaient vraiment un tout petit écran et c'était assez triste. Et là, je suis curieux de voir ce qui va sortir. Par exemple, je vais vous parler de Lens, qui ont des systèmes avec des écrans et des caméras juste devant pour avoir un pass-through au travers d'un écran justement qui permet d'avoir un meilleur FOV. Donc à voir ce qu'on peut avoir en réalité augmentée comme technologie. Franchement, ça peut être affaire à suivre. C'est intéressant. Même Apple a plus ou moins abandonné l'idée de faire un système à travers des miroirs verres transparents. Parce que quand ça a été plus confirmé récemment, même si on commençait à le deviner depuis longtemps, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient en mode pourquoi je ne peux pas lunettes, etc. Et c'est juste qu'en fait, c'est trop compliqué. C'est physiquement impossible de faire ça correctement. Ah ouais, les jeux de miroir, c'est un rêve. Ouais. Et pour beaucoup de gens pensent que c'est facilement faisable de l'entreprendre. Pour avoir un gros FOV de 90 degrés, j'ai envie de dire, les HoloLens sont sortis en 2015. Le 2 ou le 1? Le premier. Ouais. Il était à 50, non? Entre-temps, dites-vous que la VR est arrivée vraiment dans le grand public avant la réalité augmentée. Et si on regarde sur le marché aujourd'hui, les seuls qui arrivent à faire des lunettes de réalité augmentée qui tiennent la route, c'est Microsoft. Avec le HoloLens 2. Avec les HoloLens. Et c'est pas... Enfin, je vais pas dire que c'est pas ouf, mais pour avoir essayé les HoloLens 2, le tracking il est super précis, c'est joli, c'est cool, mais le FOV, le FOV il est ridiculement petit, quoi. Et c'est juste parce que c'est technologiquement parlant, c'est complexe en fait. C'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Et c'est pour ça que je pense que pour tout ce qui concerne la réalité augmentée dans l'avenir pour des usages vraiment plus intensifs, autres que d'utiliser son smartphone pour faire des trucs marrants, ça va être d'avoir un casque de réalité virtuelle en fait qu'on met sur les yeux avec des caméras et plutôt avoir une technologie de pass-through, c'est-à-dire qu'on va avoir un écran qui nous projette ce qu'on voit et sur lequel on peut mettre tout ce qu'on veut en 3D parce que ça on sait faire en fait et ça marche bien. Ouais. Et ça va être cool. Ce qui est bien, c'est que du coup, on perd pas le contact avec la réalité parce qu'en fait, on le voit. Alors certes, les autres vous voient avec un truc sur la tête. Par contre, vous pouvez les voir. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la réalité virtuelle. Et les histoires des noirs sont résolues parce que du coup, vous allez pouvoir filtrer l'image virtuelle et l'image réelle avec un meilleur contrôle. Et aussi la netteté de tout ce qui est virtuel et le retour le retour avec l'équilibre sera beaucoup mieux. On n'aura pas de souci de motion sickness. C'est intéressant à suivre. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Il est 20h10 passées, du coup on va s'arrêter là. Vous voulez faire une petite pause?
On s'arrête. On va s'arrêter allez, là, on et puis va. on va échanger. Ouais. Du coup, eh bien, merci d'être venu. C'était chouette de pouvoir échanger. Malgré les petites problématiques techniques, on a réussi à faire quelque chose, donc c'est chouette. J'espère que si vous avez des questions, de toute façon, on peut toujours On échanger. pourra continuer d'échanger juste après. Et si vous regardez la vidéo en replay, eh ben, tant pis pour vous, fallait venir. Voilà. Ciao.